Allez, on est à moins de 10 jours du premier tour de la présidentielle et on se pose cette question. Y a-t-il des failles dans le programme fiscal d'Emmanuel Macron? On en parle avec Maître Jérôme Barré. Bonjour Maître. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. Ce programme fiscal, donc on parle des impôts, le programme de Macron, est-ce qu'il fait preuve de flou ou de confusion? On va rentrer en détail après. Ou est-ce qu'il est très clair? Non, il n'est pas clair du tout. Il n'est pas clair du tout. Tout d'abord, il s'engage dans des voies... Enfin, on pourrait imaginer qu'un président et un jeune président possible s'engagent dans une voie assez réformatrice et avec des points clés et des points précis. Aujourd'hui, ça reste un flou assez artistique, malheureusement. On peut parler de la question de la TVA sociale. On ne bougera pas la TVA alors que c'est un élément qui permettrait aux entreprises, puisque M. Macron prétend qu'il veut aider les entreprises, qui permettrait de dégager de la charge sociale qui viendrait en diminution. Pardon, mais c'est une hausse d'impôt, ça. La TVA, c'est une hausse d'impôt, c'est pas une bonne nouvelle pour les particuliers. Hein. C'est pas une nouvelle pour les particuliers, c'est pour ça d'ailleurs que cet impôt est impopulaire, mais néanmoins il est le plus indolore, et on dit qu'il vaut mieux un impôt petit et faible réparti sur tous. Ça vous fait sourire. Non, on appelle ça le taux faible à base large. Voilà. C'est le leitmotiv des libéraux. C'est le leitmotiv du polygone de sustentation, et c'est la façon qu'on peut avoir d'augmenter et de diminuer les charges pour les entreprises. Il faut savoir qu'à un moment, il va falloir qu'on sorte de ce déficit et qu'on sorte du marasme fiscal dans lequel on est. Alors, précisément, sur le prélèvement de l'impôt à la source, usine à gaz, on en a parlé régulièrement ici dans Ecorama. Que dit Emmanuel Macron? Si j'ai bien compris, c'est on teste d'abord, on l'expérimente sur 2018? Alors, ça c'est un vrai flou. D'abord, c'est une véritable usine à gaz, plus encore qu'on ne l'imaginait, puisque finalement on aura 3 taux possibles sur 2 périodes données pour la même année. Donc c'est la possibilité, si je multiplie bien, d'avoir 3 taux pour 2 périodes, ça fait presque 6 taux par an. De quel taux on parle, pardon, pour Alors, on a le taux que l'on va utiliser pour être prélevé. Et ce taux, il a pour valeur de référence, pour prix de référence, une partie, enfin on va l'utiliser pour une partie de l'exercice, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au mois d'août, et ensuite du mois d'août jusqu'à la fin de l'année. Donc ça fait 2 possibilités de taux, et là où le sujet est moins rentable, si je puis dire qu'il y ait, c'est qu'il n'y a pas de contemporanéité de l'impôt, puisque quand on veut modifier l'impôt, on ne peut pas le faire soi-même comme on le fait aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il suffit d'aller sur son... Ça prend 2 minutes, même pour quelqu'un comme moi. Là, ça prendra 3 mois, mais le temps qu'on mette en œuvre, ça peut prendre entre 3 et 4 mois. Alors, ce que dit M. Macron aujourd'hui, c'est qu'on va tester, on va voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, on va le tester sur tout le monde. On ne peut pas le tester sur une période, sur une partie de la population avec un régime différencié pour les uns et différent pour les autres. On le fait pendant 1 an, quitte à après... Pour un exercice, ça veut dire qu'on va mettre en place toute la chaîne informatique pour les entreprises. On va avoir ce clivage qui existe entre ceux qui sont que le pur salarié, j'allais dire pur player pour le prélèvement à la source, et ceux qui ne le sont pas, notamment les tranches de salariés, ou plutôt de travailleurs indépendants, à qui on prévient déjà que quand ils voudront avoir un calcul final de l'impôt, ce ne sera que l'année suivante, ou l'année où ils auront effectivement perçu les revenus, et que s'ils ne sont pas contents avec ce qui leur sera proposé, notamment au type des réductions, eh bien ils iront plaider le sujet. C'est-à-dire que pour payer votre impôt, il faudra éventuellement plaider, ce qui est quand même un sujet magnifique. Donc on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce d'indécision pour le coup, là, c'est pas on arrête comme peut dire François Fillon qui remettrait en cause le prélèvement, la mise en place du prélèvement à la source le 1er janvier 2018, ou on y va à fond, on expérimente pendant un an. Ça ne marche pas, c'est pas ou l'un ou l'autre, ça ne pourra pas marcher. Bon, vous devriez sinon faire des bons de cabri, cher maître, puisqu'il y a chez Emmanuel Macron le prélèvement libératoire forfaitaire sur tous les revenus, enfin tous les revenus patrimoniaux, sur toutes les valeurs mobilières. Vous devriez être content, là, non? Je suis content. Je suis content. Bon. Je suis content. Maintenant, est-ce que c'est précis? Ça, c'est encore autre chose. On a plusieurs choses. Les revenus de valeur mobilière. Donc, on aurait aussi bien pour les revenus d'obligation, dits à taux fixe, que les revenus de dividendes. C'est donc les revenus qui proviennent des actions, qui sont les fruits directs des entreprises. On aurait une flat tax de l'ordre de 30%. Prélèvements sociaux inclus. Prélèvements sociaux inclus. Pour certains contribuables, ça ferait une note divisée par 2. C'est magnifique. On ne peut pas dire... Avec une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. Ça, c'est bien. D'ailleurs, je crois que M. Fillon fait la même chose. Mais ça, c'est bien. On dit que c'est de l'ordre de 30%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'ordre de 30%? Est-ce que ce sera 35? Est-ce que ce sera 32? Ou est-ce que ce sera moins? On serait content que ce soit moins. Mais ça, c'est encore un peu flou. Ce que l'on ne sait pas non plus pour les plus-values mobilières, c'est qu'on a un ticket
en fonction de la durée de détention. C'est-à-dire qu'on prévoit un abattement, une décote, une décharge, un amortissement de la charge fiscale en fonction de la durée de détention. Ça, c'est l'existant, ça. Ça, c'est l'existant. Oui. Si vous passez à une flat tax, pardonnez-moi, de 30%, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va avoir des spillers fous qui vont arriver en disant « mais moi j'ai 30%, donc je joue avec ça tous les jours » ou est-ce que l'on va quand même, ça n'est pas dit par le texte, est-ce que l'on va quand même avoir un frein pour éviter justement une spéculation sur les titres qui n'est bonne pour personne? Bon, sur les plus-values maintenant immobilières, pour le coup, tout ce qui est voilà. Là, on aurait un taux. Habitation, on reste à un taux. immobilier. Alors, l'immobilier, on verra que c'est un peu plus compliqué d'une façon générale, mais on prévoit qu'il n'y aura pas de modification. On restera sur un taux à 19 et 15,5. Ce qu'on peut regretter, c'est que si vous prenez l'échéance d'une vie, vous prenez 22 années pour l'impôt sur le revenu et 30 années pour être exonéré, pour être exonéré totalement des prélèvements sociaux. Si vous prenez votre vie, ou si vous prenez même la vie de quelqu'un qui vient d'arriver, des tranches de 30 ans, il y en a très peu. C'est donc une durée longue et c'est assez pénalisant, et notamment pour les retraités, c'est assez pénalisant d'avoir cette attente. Bon, sur l'assurance vie, maître. Sur l'assurance vie, j'ai envie de dire pas mal. Pas mal parce qu'on est sur un taux qui est de 30%, et donc ça nous non, paraît pour ceux qui c'est payent cohérent. 23, pour mais ceux alors à 13 justement, ans qui au bout de 8 ans payaient mais alors 23% de taxation, ils vont se retrouver à payer 30%. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Pas Uniquement mal, sur les nouveaux contrats. pas mal dans la présentation. Alors, d'abord, on ne fait pas de loi rétroactive, ça c'est bien. Pour une fois, on l'annonce de cette façon-là, et on aurait pu faire la même chose pour l'immobilier, dans la mesure où, Ça par frappera exemple, uniquement les nouveaux contrats d'assurance vie. Alors maintenant, il est vrai que si vous avez un contrat plus de 8 ans, vous passez de 23 à 30, et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais vous avez un affichage global qui laisse apparaître une forme d'homogénéité dans la taxation. Je pense qu'il faudrait... L'épargne d'assurance est une épargne sensible et une épargne longue. L'idée du législateur en l'espèce, qui est un législateur déjà ancien, et qui travaille sur le sujet, c'est de faire un effort, mais là-dessus, on voit bien qu'on va vexer les nouveaux vieux contrats. Bon, et encore, vous précisez s'agissant des contrats d'assurance vie, cette taxation de 30%, donc supérieure de 7 points à ce qui existe actuellement, ça sera uniquement pour les gros contrats d'assurance vie. Donc pour les contrats supérieurs à un certain rien. montant. Pour Monsieur Tout le Monde, ça ne changera rien. Bon. Question sur l'ISF. L'ISF, Maître Barré, l'ISF est recentré sur l'immobilier. Ça vous plaît pas, mais en même temps, c'est bien, c'est pour encourager le financement de nos entreprises, tout ce qui est productif, et pas la rente immobilière. Hein. Oui, mais quand vous achetez un immeuble, en général, vous faites des travaux, donc vous faites travailler des entreprises. Les entreprises, elles paient de l'impôt, donc c'est un petit jeu. Pourquoi on opposerait? Et ça, c'est assez clivant. On le voit d'ailleurs d'une façon générale quand on dit qu'on va baisser les impôts entre les entreprises et les particuliers, et on semble opposer les particuliers aux entreprises. Tout ça, c'est pas vrai. On a un continuum. Hein. On sait bien que si l'entreprise a moins de charges, eh bien, les actionnaires auront plus de profit. Là, c'est la même chose. Pourquoi opposer le mobilier à l'immobilier? C'est quelque chose qui n'est pas conforme. L'immobilier, aujourd'hui, on a une crise de l'immobilier, on a besoin d'immeubles, et si on n'incite pas, ou si on a l'air de sanctionner les propriétaires, c'est une mauvaise chose. Bon, il y a un flou pas sur l'ISF pour le coup, pour celles et ceux qui, s'il est élu, le paieraient uniquement sur l'immobilier, parce qu'il a dit on ne touchera pas ni au seuil d'entrée, ni au taux de taxation. Alors ça, on n'y touchera pas, mais il y a un flou parce que, en fait, vous combinez probablement, c'est ce qui avait été évoqué, maintenant on en parle moins, mais une fusion de la taxe d'habitation et d'ISF, pour certains. Alors, pour certains, ils n'auront pas de taxe foncière, pardonnez-moi, et d'ISF. Donc, pour certains, on aura une fusion de ces impôts, et pour d'autres, on ne l'aura pas. Là, on va avoir une ambiguïté, là encore, dans l'impôt. Vous payez l'ISF et tout est fusionné, et vous ne payez pas l'ISF et vous aurez la taxe foncière. Si par ailleurs, on envisage également de supprimer la taxe d'habitation, ce qui peut paraître une bonne chose pour les particuliers, on ne sait plus comment financer les communes, les municipalités. Bon, ça c'est notre sujet, parce qu'a priori, ce serait l'État qui rembourserait au sous-près. Si on devait conclure, Maître, sur ce programme fiscal d'Emmanuel Macron, vous me l'avez dit hors antenne, mais c'est une réforme de Teckel. Une réforme de Teckel, pourquoi? C'est parce que c'est une petite réforme. C'est le moment où jamais, si on est jeune et si on est plein d'ambition, effectivement, c'est un petit animal, le Teckel, qui ne va pas très vite, qui est petit, qui ressemble à un saucisson et qui a des poils partout. C'est une réforme de Teckel parce qu'elle est d'abord probablement avec l'aide d'hommes du passé, et on peut penser à quelques anciens parlementaires, et ça c'est vraiment dommage. C'était le moment ou jamais d'aller faire non pas des effets de manche, mais de prévoir véritablement ce que l'on voulait pour... Monsieur Macron nous dit pour partie qu'il veut s'occuper de l'entreprise. Eh bien, il n'y a pas que des oppositions dans ce qu'il faut formuler, et il faut aller un peu plus avant que ce qu'il a fait. C'est pour ça que c'est une réforme de Teckel, c'est une petite réforme. Donc un manque d'ambition, on aurait pu aller plus loin, je ne sais pas, sur l'immobilier, sur effectivement le fait d'attendre 22 ans pour ne plus payer de plus-value immobilière. Sur les successions, sur les prélèvements sociaux. Un outil qui est transféré tôt
par voie de succession est un outil qui vit mieux. Si on attend à 45%... attendre 15 ans, on remet les compteurs. 15 ans, mais c'est énorme. Là encore, vous prenez votre vie, vous divisez par 15, vous ne donnez généralement pas quand vous avez 2 ans, vous donnez quand vous avez plus de 50 ans. Les tranches de 15 ans, il y en a très peu. Donc il faut faire tourner l'argent. Et on dit aujourd'hui que l'argent, notamment dans les contrats d'assurance vie, ne tourne pas. Alors faisons la promotion de ces mouvements. Une réforme de Teckel, voilà, c'est l'assertion en tout cas, c'est l'appréciation de Maître Jérôme Barré à propos du programme fiscal d'Emmanuel Macron, même si la taxation à 30% encore une fois, c'est un progrès. Sur les revenus du patrimoine, c'est un progrès. Sur la partie immobilière, c'est quand même... Mais on ne distingue pas à nouveau le revenu du capital. L'investissement en capital, c'est quelque chose de lourd avec un risque. Le revenu, il y a moins de risques. Bon, voilà qui est clair. Merci à vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci à vous. Au revoir. Merci David.